Bonjour, je suis Charlotte Devaran, je suis enseignante et docteure en didactique des mathématiques et histoire des mathématiques. Le travail que je vais vous présenter a été mené dans le cadre des laboratoires Sphère et LDAR à Paris Diderot, dans le projet ERC-SO mené par Karine Chemla sur l'histoire des mathématiques anciennes. Je vous remercie beaucoup de me donner l'opportunité de présenter ce travail aujourd'hui. Je vais présenter une expérimentation que nous avons menée en classe de seconde autour des mathématiques anciennes en Mésopotamie, en classe, avec l'aide de Christine Proust, historienne des mathématiques, et Nicolas Descamps, didacticien de la physique. Je présenterai d'abord rapidement le contexte de ce travail, puis je parlerai des conditions dans lesquelles l'expérimentation en classe a eu lieu et des choix que nous avons faits. Ensuite, je donnerai quelques résultats du point de vue d'une part de l'épistémologie des mathématiques et puis d'autre part concernant le point de vue des élèves sur la nature des mathématiques et de l'histoire, avant de conclure. Le projet SO, et puis d'une manière générale le courant actuel de travail en histoire des sciences, s'attache à rendre compte de la diversité des méthodes et des conceptions des objets mathématiques par les acteurs de l'histoire. Pour ça, ils font notamment attention à ne pas effacer les différences mathématiques en faisant des traductions qui seraient des sortes de relectures modernes des textes anciens, à ne pas forcer la recherche de l'origine des notions, mais au contraire à s'intéresser plutôt aux échanges des acteurs de l'histoire en contexte et à la vision que les acteurs de l'histoire avaient des concepts. Ils font particulièrement attention du coup à ce qui se cache derrière les mots, comme multiplication, nombre, cercle, aire, surface, etc. Ces mots pourraient faire office de faux amis s'ils étaient traités trop rapidement. Le choix de ce type d'histoire savante à transposer nous a donné des contraintes pour l'expérimentation. Par exemple, on devait proposer aux élèves une plongée dans un système mathématique différent, et puis l'enseignante-chercheuse en histoire des sciences que nous avons suivie, Christine Proust, souhaitait faire assez peu de comparaisons explicites entre le système ancien et le nôtre. Elle voulait favoriser une vision globale du système par les élèves, plutôt qu'une interprétation avec un vocabulaire mathématique actuel, qui jouerait du coup le rôle de faux amis. On a souhaité se demander si cette histoire à transposer était intéressante pour l'enseignement actuel des mathématiques, et si les représentations que les élèves avaient des mathématiques ou de l'histoire avaient changé. Pour ça, nous avons suivi 4 séances d'histoire des mathématiques à Nippur, à l'école des scribes de la période paléo-babylonienne, il y a environ 4000 ans, et notamment pour la séance 4, dont je vais parler aujourd'hui, qui portait sur la découverte d'une tablette d'argile sur le thème de l'ère du carré, à l'école des scribes. Donc là, on l'a testé en classe de seconde dans le cadre d'une option de découverte Histoire des sciences. Du point de vue méthodologique, rapidement, j'ai réalisé mon travail dans le cadre de l'ingénierie didactique. Je n'aurai pas le temps de commenter, mais je signale que mon expérimentation est située dans un processus d'aller-retour entre les textes anciens et les manuels scolaires d'aujourd'hui, pour les analyses préliminaires. Ça m'a permis de donner une idée du problème épistémologique qui est posé par le fait qu'on utilise un système métrique qui fait correspondre les unités de mesure d'aire aux unités de mesure de longueur. J'ai relevé du coup un certain nombre d'implicites dans l'enseignement actuel de l'ère du carré et du rectangle en ce sens. Nous nous sommes demandé ici comment, dans ce contexte d'implicite, le fait d'enseigner une autre façon de calculer l'aire allait interagir avec les connaissances mal assurées, probablement mal assurées des élèves. Avant d'entrer dans les détails, je rappelle en un mot que l'utilisation de l'histoire des sciences en classe peut prendre de nombreuses formes, de l'utilisation pour la construction de séances ou l'analyse épistémologique, jusqu'à l'utilisation effective dans une classe éventuellement. Et là encore, dans la classe, la source historique peut être simplement évoquée en cours de mathématiques ou présente dans la classe, et elle peut être donnée brute ou modifiée et adaptée. Ces choix sont liés à un débat profond sur la nature du travail interdisciplinaire et la place donnée à chaque discipline dans ce travail. Dans mon cas, il s'agissait vraiment d'étudier une séance d'histoire avec des objectifs historiques plutôt que mathématiques, et de voir si ça a un effet, et de quel type, sur les mathématiques enseignées, entre autres. Ainsi, cette séance était un peu vue comme un milieu adidactique.
Les mathématiques anciennes rencontrées auraient hypothétiquement la possibilité d'interagir avec les connaissances actuelles des élèves, et nous voulions voir comment et s'il y avait effectivement interaction. Nous avons choisi la classe de seconde pour revenir sur des contenus officiellement stabilisés, l'aire du carré, qui avait été enseigné en CM2, 5th grade, mais aussi pour permettre aux élèves de comprendre quelques spécificités du système mathématique de Nippur, et donc d'entrer un peu dans d'autres mathématiques. Donc la seconde, c'est 10th grade. On a travaillé avec une tablette de l'école des scribes, qui portait sur le thème de l'aire du carré, qui était probablement réalisée par des élèves il y a 4000 ans. Le système métrique n'étant pas adopté à l'époque, le système est dit métrologique. Il est intéressant parce qu'il semble que le système d'unités de mesure d'air, donc les relations entre unités de mesure d'air, étaient indépendantes des unités de mesure de longueur. Donc les systèmes n'étaient pas associés. Les facteurs entre unités de mesure d'air n'étaient pas le carré, par exemple, des facteurs entre unités de mesure de longueur. Il est même possible que ces systèmes en fait se soient construits longtemps avant cette époque dont je parle, et indépendamment en fonction des talons qui au départ étaient réels. L'hypothèse de l'historienne Christine Proust que nous avons prise en compte est que deux systèmes de nombres cohabitaient à Nippur, un système pour compter des objets et mesurer, et un autre système de nombres sexagésimal pour calculer, sans prendre en compte l'ordre de grandeur du nombre, ce qui permet de faciliter notamment les divisions, un peu comme dans un calcul modulo 60. On peut multiplier par l'inverse. Dans la séance sur l'aire du carré, ce sont donc deux systèmes de nombres qui vont se rencontrer. Dans cette séance, les élèves avaient un petit dictionnaire et ils ont déchiffré la tablette. La tablette de calcul d'air est au centre de cette diapositive. Je vais donner rapidement les étapes de calcul d'air. Si vous ne comprenez pas tout ce que j'ai dit, ça n'affectera pas votre compréhension de la suite de la présentation. Donc pour une mesure de longueur, on a 2 doigts à le côté du carré. C'est écrit en bas à droite. On utilise une table. On voit une copie à droite au bout de la flèche, en haut à droite. Cette table métrologique permet la correspondance entre le nombre 2 de 2 doigts, qui est en notation sexagésimale, vers une notation sexagésimale positionnelle flottante, le nombre 20. La table métrologique donc donne 20 pour 2 doigts, c'est l'étape 1. 20 est ensuite multiplié par lui-même, ça donne 6,40 en base 60, c'est l'étape 2. On la trouve en haut à gauche de la tablette, et j'ai mis une photographie d'une table de multiplication, les tables étant apprises par les scribes à l'école. Ensuite, on utilise une table métrologique pour trouver la correspondance entre la mesure d'air, entre 6,40 et une mesure d'air. Ici, on lit 1/3 de grain dans la table qu'on trouve en bas à gauche. C'est l'étape 3. Et on écrit la réponse en bas à droite de la tablette. Pour trouver la bonne correspondance dans la table métrologique, il faut avoir une idée de l'ordre de grandeur attendu du résultat. Ce nombre 20 là qu'on a multiplié par lui-même, il est flottant et l'ordre de grandeur n'est pas préservé. C'est pour ça que les tables métrologiques sont utiles pour revenir aux mesures. En comparant les algorithmes anciens et actuels, on voit donc apparaître des étapes de conversion dans l'algorithme ancien. Conversion d'une mesure de longueur en nombre en base 60 au début, et puis conversion d'un nombre flottant vers une mesure d'air à la fin. Le fait qu'il n'y ait pas besoin aujourd'hui de changer de résultat de la multiplication avant de mettre une unité de mesure d'air est intriguant pour nous. C'est possible de fonctionner ainsi aujourd'hui parce qu'avec le système métrique, nous avons associé exprès les unités de mesure de longueur, le côté, à des unités de mesure d'air, les carreaux, qu'on peut représenter par un carreau. Nous avons choisi les unités de mesure d'air comme le centimètre carré en fonction du centimètre. On voit donc apparaître des difficultés potentielles pour entrer dans la différence mathématique avec ce texte. Premièrement, c'est pas évident que les élèves vont s'interroger eux-mêmes sur les différences entre ces algorithmes. Ce constat de l'existence de différences nous a permis de nous poser des questions profondes sur notre système et sur les implicites qui sont liés au système métrique actuel. Par exemple, moi, en recherche, ça m'a amené à regarder comment les manuels actuels de CM2 explicitent ce passage du compte de carreaux pour calculer l'air, les centimètres carrés, vers un compte de centimètres sur un côté du carré, une étape clé qui donne le nombre de carreaux sur une ligne et qui permet la formule.
En fait, un seul manuel sur 13 rangs explicite cette étape, sur 13 manuels que j'ai analysés. Et puis ensuite, l'historienne qui donnait le cours ne souhaitait pas demander des comparaisons explicites entre ces systèmes actuels et anciens, justement pour éviter trop de réinterpréter le système ancien avec les concepts actuels. Et enfin, voir ces différences tout en ayant conscience que l'ancien système a pu avoir un intérêt en contexte est complexe. Parce qu'ici, l'intérêt demande de se rendre compte que les nombres flottants étaient intéressants pour le calcul sans calculatrice. Et même avec les 3 séances que les élèves ont eues sur les nombres flottants avant celle-ci, il n'est pas évident qu'ils aient conclu comme nous. Donc je vais présenter maintenant quelques effets de la séance d'histoire menée donc à la manière d'un historien avec cette source brute, du point de vue des mathématiques actuelles d'une part, et aussi du point de vue que les élèves ont eu sur la nature des sciences et de l'histoire. Nous avons comparé un groupe témoin qui n'a pas eu de séance d'histoire et un groupe test qui en a eu. Et je vais dire aussi si les résultats sont significatifs du point de vue du test de Fisher. Du point de vue des mathématiques actuelles, on s'était attendu, les élèves de seconde ne savent plus pourquoi ils appliquent la formule. Au passage, après mon analyse de manuel de CM2, je fais l'hypothèse que la transition entre ce compte de carreaux qui porte sur les centimètres carrés et la formule qui porte sur les centimètres n'étant pas explicite, les élèves vont devoir se créer des représentations géométriques erronées de la multiplication de centimètres. Ce qu'on voit en 2 mots, c'est que dans les 2 groupes, les élèves ne savent pas pourquoi ils appliquent la formule. L'activité d'introduction qui consiste à compter des carreaux au centimètre carré semble oubliée, non mobilisable. Et quand on leur demande de donner les étapes du calcul d'air, leur réponse est centrée autour de la multiplication, notamment l'unité de mesure d'air du résultat semble être juste là pour donner une indication de contexte, sans lien avec la réalité géométrique. Quand on demande d'expliquer le calcul, les élèves donnent la formule et ne reviennent pas au compte des talons qui seraient carrés. Enfin, quand on demande de donner un exemple avec des valeurs, les élèves donnent un exemple avec des nombres et une unité de mesure à la fin. Du point de vue des écarts qui sont significatifs dans les groupes, on voit que lorsque l'on demande d'expliquer la formule, les élèves du groupe test répondent « on a appris comme ça, on ne nous a jamais expliqué », 23%. Pour 45% de « je ne sais pas » dans le groupe témoin. Donc on pourrait avoir accès ici indirectement à une forme de questionnement sur le sens de la formule après la séance d'histoire. J'y reviendrai. Quand on demande qu'est-ce qu'on multiplie, quand on applique la formule, les élèves du groupe témoin répondent en majorité des nombres ou des côtés, alors que les élèves du groupe test insistent moins sur les nombres et davantage sur les longueurs au centimètre. Par ailleurs, quand on demande qu'est-ce qu'un centimètre carré, les élèves du groupe test insistent davantage sur le carreau, alors que les élèves du groupe témoin oscillent entre carreau et 1 cm sur 1 cm. C'est une représentation où les élèves associent souvent la multiplication de segments qui fabriqueraient le carreau. Ces 2 dernières questions sont difficiles à interpréter, mais on pourrait se demander si la séance d'histoire n'a pas attiré leur attention sur la distinction des objets qui entrent en jeu dans l'algorithme, comme centimètres, nombre, centimètres carrés, carreaux, etc. Quand on leur demande pourquoi on met centimètres carrés à la fin du calcul, les élèves du groupe témoin insistent sur l'indication de contexte pour dire que c'est une erreur à 45%, alors que les élèves du groupe test insistent sur le lien ou la distinction avec les longueurs et les unités de longueur. Enfin, nous leur avons donné l'exercice de la piscine. Il fallait calculer le nombre de carreaux de 1 cm de côté à poser au fond d'une piscine carrée de 20 cm de côté. Les élèves utilisent en majorité le calcul de la formule d'air 20 cm x 20 cm, puis la division par 1. Mais de nombreux élèves du groupe test essayent plutôt de trouver directement le nombre de carreaux dans une relation plus géométrique au problème. En résumé, pour les élèves des groupes témoins et groupes test, la formule de calcul d'air était, comme prévu, assez mal comprise. Et dans ce cadre, on voit que plus de questionnements émergent dans le groupe test concernant la justification de la formule, ce qui pourrait être lié à une différence de positionnement par rapport au savoir enseigné. On voit aussi, du point de vue épistémologique, plus de distinction ou questionnement entre les objets mathématiques entrant dans l'algorithme chez les élèves du groupe test. Et en fait, pour autant, ces différences ne donnent pas lieu, dans le groupe test, à l'émergence de questionnements spontanés dans les entretiens.
du type pourquoi nous n'avons pas besoin de faire une conversion nous. Si en effet, s'il y a un effet, en fait, il reste à exploiter dans une institutionnalisation qui est problématique du point de vue de l'historien. Et par ailleurs, il semblerait que dans l'exercice piscine, une partie des élèves du groupe test ait plus rapidement retrouvé trace du raisonnement géométrique lié au compte de carreaux, qui n'émergeait pas en début d'entretien pour personne. Ce qui pourrait éventuellement nous orienter, mais c'est à confirmer bien sûr, vers une quête de sens derrière la formule chez les élèves du groupe test. On voit aussi émerger dans le groupe test plus de débats spontanés à travers quelques exemples, les traces de ce qui pourrait être une relation un peu différente à la discipline historique. Ça, je vais le développer. Du point de vue historique, les séances étaient menées par l'historienne pour insister sur la présence de sources brutes. Les élèves étaient amenés à déchiffrer les sources eux-mêmes, à soulever des hypothèses, et aussi par ailleurs ils étaient amenés à travailler sur des hypothèses de reconstitution d'historiens, comme l'outil de calcul, ABAC, l'écriture sur argile avec un calame qui leur a été distribué, etc. Ils n'étaient pas confrontés tout à fait au réel travail de l'historien, qui se base sur une multiplicité de sources quand il peut, et la littérature secondaire le plus souvent. Ils étaient quand même amenés à questionner le sens à donner au contenu, à faire des liens entre les sources rencontrées. Par exemple, pour comprendre le calcul d'aire du carré, ils devaient penser aux tables métrologiques qu'ils avaient vues. Il faut noter que les séances étaient faites pour donner une petite idée de l'intérêt en contexte du calcul, de la numération flottante, mais bien sûr il y a un décalage entre ça et le fait que les calculs restaient difficiles pour les élèves. À la question qu'est-ce qui est important quand on présente un texte historique, on voit des débats émerger dans le groupe test. Des questions ont été posées sur le statut de la source et la subjectivité de l'auteur, le besoin ou non de connaître l'auteur en fonction du contenu, ils ont abordé ça tout seuls, la fiabilité du contenu scientifique, le risque d'apprendre quelque chose d'incorrect a été discuté. Des nuances ont été soulevées par des élèves concernant le rôle de l'historien, et l'impression que les interprétations se dessinent plutôt à partir d'un consensus d'historiens. Enfin, le rôle possible des élèves dans la recherche en histoire a été abordé par certains élèves, et leur capacité à faire des hypothèses intéressantes en tant qu'élèves pour les historiens. Les élèves ont débattu, toujours spontanément, le besoin ou non de connaître les bases mathématiques pour comprendre la source. Du point de vue de leur propre enseignement, les élèves ont discuté spontanément le fait de donner des informations aux élèves sur le contexte pour les motiver en classe, et par ailleurs l'impact du statut de la source, qu'elle soit donnée brute ou bien à déchiffrer, sur la motivation de l'élève, a été discuté, pour qu'il adopte aussi une approche scientifique en classe. Je passe maintenant aux conclusions. La séance observée a été menée avec des objectifs éducatifs propres à l'enseignement de l'histoire, avec un accent sur l'entrée dans la diversité mathématique en contexte et sur la base d'enquête d'élèves à partir de sources brutes. Ce type de séance comporte des contraintes qui conduisent à ne pas trop modifier le contenu mathématique ancien pour l'enseignement des maths. Comme le rappellent Fridou, Descamps et Hausson, les disciplines n'ont pas à avoir a priori des objectifs et contraintes compatibles après tout. L'expérimentation fait apparaître des différences entre groupe témoin et groupe test qui pourraient faire penser à un changement de posture qui serait lié à la conception des mathématiques des élèves, en tout cas des mathématiques enseignées, et de la discipline historique. Tout reste bien sûr à confirmer. Par ailleurs, les résultats laissent apparaître ce qui pourrait être une relation de questionnement de l'enseignement, à la fois dans une réflexion sur ce qui pourrait fonctionner en classe, mais aussi dans la demande des élèves d'accéder à la justification des formules. Est-ce qu'il serait plus facile de travailler sur la formule et les implicites du système métrique sans l'histoire? Peut-être, avec par exemple les propositions de Perrin-Glorian dans son article sur l'air et la mesure, qui n'ont pas été, du point de vue des étalons, très mobilisés dans les manuels, et son attention aux relations entre les dimensions du carré et les unités de mesure, par exemple. Ou encore un travail sur les relations entre unités de mesure d'air et de longueur à Nippur, plus explicitement. Pour les aspects du travail sur la nature des sciences, on peut imaginer un travail sur la circulation et réélaboration des éléments d'Euclide dans le monde, comme le propose Mathieu Husson, historien des sciences.
Il n'adresse pas directement le contenu de la source, mais permet de travailler sur la représentation qu'on se fait du travail mathématique et de sa provenance. Pour les représentations que l'on se fait du travail de l'historien, là encore, une source non mathématique aurait pu convenir. C'est plutôt pour la connaissance de la diversité mathématique qu'il semble qu'il ne soit pas possible de prendre de raccourcis. Il me semble que rencontrer la différence, proposer autre chose en mathématiques, prend du temps. Mais à mon avis, il est intéressant de creuser cette piste, parce que l'enjeu en veut la chandelle. Je vous remercie.